Chers amis, je vois que le flot de retardataires s'arrête. Nous avons la chance d'entendre aujourd'hui un architecte urbaniste, Richard Quincereau, qui va nous raconter comment cela se passe quand une région composée de 2 pays et de 2 cantons s'organise pour créer une agglomération. Nous avons vu avec les 2 conférences d'Inès Lamunière comment s'articulaient les différentes méthodes de densification dans les villes, lesquelles empiètent de plus en plus sur l'espace des campagnes. Richard Quincereau est architecte de formation et membre de la Fédération suisse des urbanistes. Il dirige depuis 20 ans une agence d'urbanisme et de communication et il est en fait le seul en Suisse à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire réaliser toutes sortes de documents à l'attention des politiques, des administrations publiques, qu'elles soient communales ou cantonales. Il est en quelque sorte un médiateur qui synthétise à la fois questions, alertes, incidences, réponses à tout problème d'aménagement, que cela concerne les transports, la géographie, l'architecture, bref, tout le champ urbain. C'est toujours un vrai plaisir que de partager avec vous le savoir d'un ami. J'espère que vous aurez de nombreuses questions. En tout cas, je ne doute pas qu'il va réveiller votre curiosité et votre intérêt. Merci Fabienne, bonjour. Voilà, Fabienne m'avait laissé le choix du sujet et j'ai décidé de saisir l'occasion pour vous parler du projet d'agglomération Franco-Valdo-Genevois. Pour 2 raisons. En fait, parce que je suis genevois et je trouve que l'idée de l'agglomération n'a pas encore suffisamment pénétré les consciences à Genève, me semble-t-il. Et puis aussi parce que je suis français, parce que ce qui se passe en France voisine, en relation étroite avec ce qui se passe à Genève, me touche souvent. Alors j'ai choisi d'aborder cette agglomération à partir d'une question, comment peut-on être franco-valdo-genevois? Donc tout le monde saisit, hein, franco-français, Valdo, le canton de Vaud et Genevois. Et je la traiterai en 3 temps, d'abord comme un fait historique, un changement d'échelle, puis comme une émergence géopolitique, et enfin comme une question dont vous verrez qu'elle reste largement ouverte. Alors, d'abord, l'histoire. Je ne remonterai pas avant 1730. À cette époque, Genève, c'est à la fois une très petite et une très grande ville, donc une ville majuscule, politiquement, moralement, sur de nombreux plans. La Rome protestante, qui entretient des rapports étroits avec toutes les capitales du monde et avec de nombreux pays, et à la fois une ville minuscule géographiquement, retranchée derrière d'étroits remparts, très denses, et qui contrôle mal son arrière-pays. Une ville très spéciale qui vit avec le lointain, qui est proche du lointain et qui contrôle mal le proche. Sautons vers 1850, c'est la paix, la révolution, la prospérité. Plus besoin de fortifications, on les démolit, on construit la ceinture Phasis, donc des immeubles modernes qui font de Genève une ville d'actualité. Nouveau saut en 1930, c'est l'heure de la Grande Genève, comme on dit à l'époque, donc l'heure de la fusion entre les communes de Genève, des Eaux-Vives, Plainpalais et Petit-Saconnet. C'est l'heure aussi où, bon, ça ne s'est pas fait sans mal, hein, non plus, cette histoire de fusion, ça a mis à peu près une 30aine d'années de débat politique. C'est aussi la période où la Genève internationale s'installe dans la dimension qu'on lui connaît maintenant, avec les plus grandes organisations internationales, et puis les équipements nécessaires à la métropolisation, comme on dit maintenant, c'est-à-dire la gare Cornavin, les réseaux, l'aéroport et bien d'autres.
Après-guerre, la croissance, Genève devient moderne, un modèle de modernité, l'économie s'emballe, notamment l'industrie. Les ouvriers viennent de toute la Suisse et d'ailleurs, on construit des cités nouvelles, Aunay, Meyrin, Le Lignon, bien d'autres. Et Genève est alors un Eldorado de la construction qui attire les architectes de toute la Suisse. Et puis, au milieu des années 70, c'est le ras-le-bol. Genève s'engage sur la voie de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, littéralement, c'est-à-dire sur des thèmes d'actualité comme préserver les quartiers anciens, donc les luttes urbaines. Au milieu des années 70, ça rappellera des souvenirs sans doute à nombre d'entre vous, c'est la défense des grottes, les politiques du logement qui se renforcent, la politique du patrimoine qui s'élargit considérablement aux immeubles banals, la politique de l'environnement qui naît à ce moment-là, avec pour conséquence que de nombreux contrôles sont mis en place qui freinent l'appétit des promoteurs et le rythme des constructeurs. En 1989, le plan directeur cantonal, donc c'est le dessin qui est collé sur l'orthophoto en fond, concrétise ce programme et donc c'est exactement la doctrine officielle de l'urbanisme suisse en ce moment. Il faut contenir l'urbanisation à l'intérieur de limites bien définies, construire la ville sur la ville, densifier, comme Inès Lamunière vous l'a raconté, si j'ai bien compris, les fois précédentes, et puis préserver la campagne et l'environnement. Ce sera le dernier plan directeur cantonal, vous voyez, qui figure en laissant en blanc tous les territoires autour. Donc qui représente Genève comme s'il s'agissait d'une île, comme s'il se gérait comme une île au milieu de nulle part. Et qui présente aussi le canton selon le schéma traditionnel qui est un noyau urbain entouré d'une campagne, notre fameuse zone agricole. Alors, la réalité est que dès cette période, là, les champs ont commencé à franchir depuis longtemps la frontière cantonale pour habiter en France ou dans le canton de Vaud. En France, pour construire la villa qu'ils n'ont pas le droit de construire sur Genève, ou bien qui est trop cher à réaliser sur Genève. Dans le canton de Vaud, pour profiter d'une fiscalité plus favorable, et pour toutes sortes de raisons. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, et de plus en plus, tout simplement pour trouver à se loger, parce qu'on trouve de moins en moins à se loger à des prix abordables dans le canton de Genève. Dans les années 2000, le mouvement s'accélère pour gagner l'ensemble du bassin géographique. Donc vous voyez le Jura, le Salève, le Jura au nord-est, le Salève au sud. Bien difficile de repérer la frontière sur une carte comme celle-là. Les interdépendances se renforcent entre les territoires. La frontière du canton est franchie chaque jour par 500 000 passages, donc dans chaque sens. Autrement dit, 250 000 personnes franchissent la frontière. C'est la ville de Genève. La ville de Genève, c'est 200 000 habitants. Donc c'est comme si la ville de Genève, tous les habitants de la ville de Genève avaient la bougeotte. Évidemment, la conséquence, c'est que le trafic automobile explose, et explose partout, pas seulement en périphérie, et produit des nuisances qui sont maximales, bien sûr, au centre-ville, là où tout le monde converge, et dans les traversées de villages, les villageois supportant de moins en moins ces nuisances. De l'autre côté, en périphérie, croissance galopante, qui s'effectue dans des conditions d'inégalité qui sont de moins en moins bien supportées. Autrement dit, l'agglomération franco-valdo-genevoise existe de fait. Les territoires français, genevois et vaudois fonctionnent de façon de plus en plus solidaire. Donc on est bien dans une réalité franco-valdo-genevoise. Cela dit, elle n'existe pas de droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. L'agglomération, les interdépendances entre les territoires évoluent de manière incontrôlée. Ils sont régis par une simple politique de l'aubaine. On profite des salaires côté suisse, du prix du beurre et du logement côté France, des impôts côté Vaud. Autrement dit, on profite les uns des autres. Ça ne fait pas une politique très glorieuse.
Alors, c'est pour dépasser cette situation que des territoires se sont associés pour construire un projet d'agglomération. Ils se sont mobilisés. Donc, vous voyez ici les noms, Genève, Thonon, sur la côte vaudoise, Nyon, évidemment. Ça va jusqu'à Rolles, depuis que le district de Nyon s'est étendu, et puis à l'ouest jusqu'à Bellegarde. Voilà. Alors, vous avez vu, je ne sais pas si vous vous souvenez du petit point dont on a démarré cette série de diapositives. C'est un formidable changement d'échelle et je crois qu'on n'a pas fini de l'accepter. Il faut probablement beaucoup de temps pour que ça puisse pénétrer les consciences. Cette photo pour évoquer aussi ce qu'il y a à l'autre bout du lac, donc qui est là dans le brouillard, qui est Lausanne, évoquer l'arc lémanique. Je veux dire, maintenant, de moins en moins, on est séparable de ce qui se passe sur l'ensemble de la côte vaudoise et genevoise et française. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Alors, je vais passer maintenant au volet géopolitique. En partant pas trop loin, donc, mais il fallait quand même évoquer les zones franches qui ont été mises en place en 1815, qui permet d'évoquer la date où le canton de Genève s'est doté d'un territoire, donc territoire cantonal. Ce n'était pas le cas avant, au moment du rattachement à la Suisse. Et ce territoire a été, c'est les grandes puissances qui apparemment ont défini ce territoire, et ils l'ont défini plutôt étroit, apparemment aussi en accord avec pas mal de Genevois qui ne souhaitaient pas que le canton de Genève intègre trop de communes catholiques. Et puis probablement pour d'autres raisons, je vous avoue que je n'ai pas creusé encore cette période. Alors, ça posait juste un petit problème, c'est que Genève, avant, entretenait des relations faciles avec toute la campagne, puisqu'il n'y avait pas simplement de frontières. Et alors, on a défini les zones 30 pour gérer ce problème d'approvisionnement de Genève en produits agricoles, en nourriture, tout simplement. Le problème, c'est de manger. Donc, ces zones franches qui ont été relativement serrées en 1815 et qui ont été étendues jusqu'à Chamonix. Je vois que ça... Ah si, ça passe là-haut. Étendu jusqu'à Chamonix en 1860, au moment du rattachement de la Savoie à la France, c'était une négociation, une compensation, Genève ayant peur d'être cernée par la France au moment où la Savoie a été rattachée au royaume français. Voilà. Mais je vais partir de plus près, un premier moment qui est 1973. Alors là, il s'agit d'un traité international qui institue la rétrocession. Les communes françaises autour de Genève se plaignaient d'abriter des frontaliers de plus en plus nombreux, c'est-à-dire de plus en plus de gens résidaient dans ces communes et allaient travailler à Genève, ce qui leur occasionnait des frais d'équipement, il fallait construire des écoles, les routes et tout le reste. Et cependant, elles ne touchaient aucune ressource, puisque les frontaliers payaient leurs impôts entièrement sur Genève. Et alors, ce traité a été conclu entre la France et la Suisse pour résoudre le problème. Les deux pays, et ça passe par les ministères des Affaires étrangères, bien évidemment, conviennent qu'un tiers environ des impôts à la source des frontaliers retourne aux communes où elles résident, ce qui permet aux communes de mieux s'équiper, de rattraper leur retard d'équipement. Ça ne représente pas une somme monstrueuse. En 1973, ça s'était monté à 5 millions de francs suisses. Et je crois qu'il y a 2 ans, c'était environ 200 millions. Pour une vingtaine ou une trentaine de communes, je ne me souviens plus. C'est une espèce de nouveau d'aubaine pour ces communes. L'année suivante, on crée le CRFG. Bon, il se passe le CFG, le Comité régional franco-genevois, qui est chargé de gérer les problèmes de voisinage. Donc tout ça se pense, encore une fois, comme 2 États, le canton, les départements français, riverains, décident par traité international de gérer des problèmes de voisinage. Ce sont des problèmes souvent limités, bien circonscrits, et surtout, il n'est pas question d'aller plus loin à l'époque.
Pendant les années 90, pendant les années 80, pardon, plusieurs organisations transfrontalières se constituent. L'idée qu'on puisse travailler par-dessus la frontière prend de la vigueur. Alors, une est l'AGEDRI, donc l'association, je ne me souviens plus du nom du sigle. AGEDRI, qui est une association privée, de droit privé, qui réunissait quelques députés et hommes politiques français et une poignée d'ingénieurs qui se réunissaient régulièrement pour promouvoir l'idée d'agglomération et de coopération transfrontalière. Donc ça, c'est 1986. L'année suivante se constitue le Conseil du Léman, alors là, à une toute autre échelle, puisque là, ça va depuis le département de l'Ain et de la Haute-Savoie jusqu'au Valais, l'ensemble de... il se fait des choses sur le plan transfrontalier, en particulier, alors comme toujours, quand une ville s'étend, ça commence par les histoires de tuyaux, de réseaux d'assainissement, réseaux d'eau, d'épuration, etc. Mais disons, ça ne manifeste pas au départ un très grand dynamisme. Il se constitue des commissions spécialisées qui travaillent lentement. La démarche est discontinue, c'est-à-dire on fait un congrès tous les ans ou tous les 2 ans, et puis après tout le monde se disperse. Les relations, pendant certaines années, se réduisent à 2 fonctionnaires, un de chaque côté, qui se rencontrent et vont faire un bon repas, par exemple de l'autre côté de la frontière, régulièrement. Et ça n'avance pas beaucoup. Alors, le moment important, c'est la charte de 1997, qui est une charte d'aménagement de l'agglomération transfrontalière, donc franco-valdo-genevoise. Là, le terme s'impose et on n'y reviendra plus. Charte qui est réalisée surtout, alors, avec l'aide de l'Europe, hein, il y a en haut la petite étoile, l'Europe et les crédits Interreg. L'Europe a mis de côté un certain nombre de financements affectés précisément à ces difficiles questions transfrontalières. Le CRFG, évidemment, qui est sur la base du traité, du seul traité sur la rétrocession donc de 73, qui est toujours notre base de légitimité, on n'en a pas d'autre encore pour l'instant. Et cette charte est réalisée surtout à l'initiative du canton de Genève, je crois qu'on peut le dire, et elle propose une image globale de l'agglomération. Vous voyez Genève, l'axe Genève-Annemasse, Cerne, Ferney, des axes de transport public. La philosophie ne bougera pas énormément. La carte, vous allez voir, va quand même évoluer pas mal. Et puis d'autre part, cette charte propose une dizaine de projets transfrontaliers dont une majorité va se réaliser, mais pas tous. Par exemple, il faut dire, on explore au fur et à mesure les difficultés de l'exercice. Je veux dire, travailler avec le partenaire de l'autre côté de la frontière, c'est quand même délicat. Il faut apprendre qu'il faut se résigner à ne jamais trouver son homologue de l'autre côté de la frontière. Accepter que les lois soient différentes, qu'un homme politique soit différent, qu'un citoyen, ça veut dire autre chose, que le calendrier politique soit différent, que les normes techniques soient différentes, que les professions soient organisées de façon différente. Donc apprendre, dans cette espèce de déception de départ, qui est avec qui je vais pouvoir travailler, apprendre à travailler avec de l'autre, avec de l'étranger, de l'absolument étranger. Alors ça marche très bien, par exemple, pour les contrats de rivière. Bon, à l'initiative chez nous d'un magistrat issu du Parti des Verts et qui utilise la forme du contrat de rivière française. C'est les Français en fait, qui ont inventé cette idée du contrat pour assainir les rivières. Alors ça marche très bien. Et en revanche, un projet qui a capoté un peu au dernier moment, c'est celui du rectangle d'or. Vous savez, cette idée qu'au nord de l'aéroport, côté Pays de Gex, il y a de vastes prés où paissent les vaches. Alors que côté Genève, c'est absolument plein d'équipements aussi prestigieux les uns que les autres et qu'on pourrait peut-être imaginer de poursuivre l'expansion de Genève côté France. Et il y a eu plusieurs projets qui se sont succédés et qui ont fini par capoter en raison de l'opposition des communes, et en particulier des communes françaises de l'autre côté de la frontière. Communes françaises dont vous savez que leurs pouvoirs ne sont pas les mêmes que ceux des communes genevoises. Enfin,
Ceci juste pour évoquer l'apprentissage formidable que réclame la coopération transfrontalière. Le point de repère suivant, c'est la charte des DPR, mais avant, il faut parler de deux événements importants. D'abord, le CEVA. Ça, c'est la petite carte qui montre l'aire considérée. Donc, vous savez, le CEVA, le Grand Conseil, à l'aube du XXIe siècle, ranime un projet qui traînait depuis 1912, un traité pour le raccordement des réseaux suisses et français, de la gare des Eaux-Vives et de la gare Cornavin, où les tracés sont réservés, ont toujours été réservés, mais on ne l'a jamais réalisé. Et le Grand Conseil, bon, un peu apparemment parce qu'il avait été mis à l'écart de tous les projets de tramway et de transport public, reporte son intérêt sur le transport régional, ferroviaire, et débloque un crédit d'études important pour relancer le projet. L'affaire, de façon un peu inopinée, un peu inattendue, prend. On décide de le faire. On alerte Berne, qui finit par se laisser convaincre. Enfin bref. Alors ça, c'est un projet majuscule, parce que comme vous le voyez sur cette petite carte, le rayon, c'est 40 km. Le ferroviaire, en dessous, c'est pas la peine. Cette petite carte aussi montre très bien le sous-développement en matière de réseau express régional. Vous verriez j'aurais dû vous l'amener, mais à la même échelle, la carte du réseau ferroviaire régional zurichois, RER zurichois, il est d'une densité qui est 10 fois celui-ci. Ce n'est pas un hasard, c'est précisément parce qu'on a une frontière. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le Cornavin est un terminus et la gare des Eaux-Vives est un terminus. Et deux terminus, ça ne fait pas un réseau, évidemment. Il y a une discontinuité. L'autre événement important, c'est la formation de l'ARC. Alors, jusqu'à présent, les communes françaises, donc, vous voyez, communauté de communes du Pays de Gex, CC, ça veut dire que communauté de communes du Pays de Gex, du Genevois, Harvé-Salève, Annemasse-Aglo et Bas-Chablais. Les communes n'étaient pas représentées dans ces relations transfrontalières. Pas représentées, alors d'une part auprès du canton de Genève, qui trouvait qu'il n'avait pas à négocier avec cette poussière, cette cinquantaine de communes différentes, regroupées depuis dans des communautés de communes, mais il y avait une dissymétrie entre le canton d'un côté, qui est un État, et puis de l'autre côté, l'échelon communal en France, qui était multiple. Mais elles n'étaient pas plus représentées et prises comme des interlocuteurs valables par les autorités françaises. Au CRFG, par exemple, il y avait l'État, les deux pays, donc l'État français, la Confédération suisse était représentée, la région Rhône-Alpes, les départements français, le canton de Genève, mais pas les communes, parce que c'était un échelon justement insaisissable et multiple. Alors le trait de génie en particulier de messieurs Borel et Blanc a été de créer l'ARC, donc l'association régionale de coopération, qui fédère l'ensemble des communes de la couronne, française de la couronne. Donc qui, de cette poussière de communes, de ces multiples communautés de communes, fait une seule voix, un seul interlocuteur. Et cette unité réalisée entre des communes de deux départements, qui politiquement ne sont pas tout à fait du même bord en plus, suffit à changer la donne puisqu'elle constitue un interlocuteur au canton de Genève, qui peut parler d'égal à égal, au moins sur le plan de la dignité, c'est-à-dire s'asseoir autour de la même table et coopérer. Alors, en 2003, c'est une troisième événement, ce sont les opérateurs de transport et les autorités organisatrices de transport, évidemment, donc région Rhône-Alpes d'un côté, de l'autre côté Genève et la Suisse, qui décident qu'il faut trouver un moyen de dépasser cette discontinuité des frontières et mettre bout à bout les rails d'un côté de l'autre, les lignes de bus, etc., et qui constituent, donc qui signent une charte des transports publics régionaux dans le bassin franco-valdo-genevois. Et alors c'est une approche là qui est très pragmatique, c'est-à-dire on se borne uniquement à la question des transports, donc sectoriels, et une volonté d'être opérationnel. On signe
très vite cette charte en impliquant tous les opérateurs, donc CFF d'un côté, SNCF de l'autre, etc., etc. 2007, le projet d'agglomération. Alors là, on en arrive, on se rapproche de la situation aujourd'hui. C'est une idée de Berne, en fait. Depuis 2001, il existe une politique suisse des agglomérations où la Suisse découvre qu'elle a des villes et que ces villes sont un peu les moteurs de l'économie de la nation. Et estime qu'il faut faire quelque chose pour améliorer leur fonctionnement, qu'il manque probablement de ressources et qu'il faut préserver ces locomotives. Ça ne bouge pas beaucoup jusqu'à 2004 où le peuple rejette. C'est de nouveau un peu le fruit d'un hasard, un peu comme, vous voyez, il y a beaucoup comme ça. Le CEVA, c'est un petit peu le fruit de ce vieux projet laissé pendant un siècle, abandonné pendant un siècle, que le Grand Conseil finit par s'emparer parce qu'il ne peut pas s'occuper des projets de tramway. Et là, le peuple vote contre l'initiative Avanti sur la traversée des grandes traversées alpines. Il reste de l'argent et on décide d'en faire un fonds d'infrastructure et de l'affecter en partie à l'équipement, aux infrastructures des agglomérations. Alors, ça donne à l'idée du projet d'agglomération une consistance importante. C'est simplement, on dit aux agglomérations, ben voilà, on a de l'argent à vous donner, à mettre, pour vous aider à améliorer vos réseaux de transport, d'infrastructures. Mais comme on vous donne de l'argent, on pose notre condition, et notre condition, c'est le projet d'agglomération. Vous devez, pour pouvoir bénéficier de cette manne fédérale, faire un projet qui respecte nos critères, développement durable, on va le voir un petit peu plus précisément tout à l'heure. Et puis, en plus, Berne fixe un calendrier. Il dit, vous allez devoir recommencer l'exercice tous les 4 ans. Alors, vous nous présentez un premier projet d'agglomération avec une première liste de mesures là, à cofinancer. Et puis, 4 ans plus tard, vous aurez la possibilité de donner une deuxième. Ce qui installe cette démarche du projet d'agglomération dans le temps et qui garde une pression sur les agglomérations pour qu'elles se mettent à faire de la planification intercommunale. Alors, vers 2005-2006, ça suffit à Genève pour créer un COPIL, comme on dit, un comité de pilotage. Les politiques se rencontrent, se constituent, définissent leur composition, autant de Français que de Suisses, évidemment. Les Vaudois représentés, alors qu'ils ne l'étaient pas, les communes, la région Rhône-Alpes. Enfin, vous voyez, il y a tout un rodage comme ça de pré-institutionnel. On est toujours dans la bonne volonté, dans un organisme pour faire un projet, mais ça suffit à esquisser des organisations possibles. Alors, ça met un petit peu de temps à démarrer, mais en 2007, on y arrive. En 2007, on finit par signer une charte d'agglomération, une charte du projet d'agglomération Franco-Val-de-Genevois, qui donne des stratégies et priorités à l'horizon 2030. Alors l'idée, c'est qu'on va accueillir d'ici 2030 200 000 habitants nouveaux. La population va augmenter, de l'agglo, hein, donc de ce vaste territoire que je vous ai montré, va augmenter de 200 000 habitants, 100 000 emplois en gros, que ce serait bien que Genève en accueille la moitié au moins. Peut-être une manière de rééquilibrer un peu la dissymétrie entre les logements qui se construisent en France et le peu de logements qui se construisent sur Genève, et puis les Français souhaitant pour leur part accueillir au moins un tiers des emplois, malgré de nouveau la dissymétrie qu'il y a entre l'attractivité du contexte suisse et genevois, et puis le contexte français qui séduit apparemment beaucoup moins les entreprises. Voilà, alors la signature a eu lieu sur le bateau de Lausanne. Alors c'est un moment important parce qu'on se retrouve, c'est un bateau de Lausanne, c'est amusant en plus, on se retrouve, ça crée ce que je propose d'appeler un collectif pour ne pas utiliser de terme institutionnel. Un groupe, un ensemble de gens extrêmement divers qui le resteront. Je veux dire, on n'assimilera jamais les Français, les Vaudois et les Genevois, on ne les fera jamais rentrer dans les mêmes cadres. Et puis on ne va pas créer une institution en faisant ça. On crée un collectif, c'est le degré zéro de l'institutionnalisation. Un collectif restreint donc, mais cette fois-ci quand même, pendant toute cette démarche pour préparer le projet d'agglomération, les gens se sont rencontrés,
Les politiques se sont accordés, ils ont défini des compromis qui permettent de travailler. Les techniciens se sont rencontrés, identifiés. Ah bon, monsieur de la DDE, de la direction départementale de l'équipement, n'est pas exactement mon homologue du côté, à moi qui travaille au canton, mais on pourrait peut-être travailler ensemble sur tel et tel point. Vous voyez, le rodage de ces méthodes de travail est déjà bien avancé, et ça concerne en gros, donc, disons, 300 personnes, les 300 personnes qui étaient sur le bateau Le Lausanne en ce jour de décembre 2007. La suite... Alors, ce projet d'agglomération, très brièvement, alors c'est un projet compact, multipolaire et vert. C'est très exactement la doctrine de Berne. Hein. C'est-à-dire, Berne a donné ses critères d'évaluation des projets d'agglomération, il ne faut pas chercher plus loin. Hein. Compact, ça veut dire on densifie. Alors, de nouveau, je renvoie apparemment aux présentations d'Inès Lamunière qui vous a fort bien présenté tout ça. Donc c'est la tache rouge qui est au milieu, qui est dite hypercentre ou cœur de l'agglomération. Et puis on densifie le long des axes de transport public. Vous savez, si on veut avoir moins de voitures, il faut encourager les transports publics. Si on veut encourager les transports publics, il faut qu'ils desservent des quartiers suffisamment denses pour avoir une clientèle et être économiquement viable. Donc densité d'urbanisation va avec au niveau de desserte des transports publics. Et en dehors de ça, pas de salut. Alors voilà, l'urbanisation se répartit le long d'axes qui étaient envisagés par exemple comme des axes de tramway ou bien de bus à haut niveau de service. Donc en direction de Ferney, Saint-Genis, Bernay, Saint-Julien au sud, et puis à l'est évidemment, la grosse agglomération d'Almas, qui est à l'évidence la deuxième grande ville de l'agglomération. Donc ça, c'est pour l'agglomération compacte, urbanisation et couplage entre urbanisation et transport. Agglomération multipolaire, alors ça, c'est en même temps un respect de l'existant, je veux dire, de facto, il y a des centres qui se sont constitués un peu partout, on ne peut pas les gommer. Le schéma... vous savez, du plan directeur cantonal de 89 que je vous ai montré tout à l'heure avec cette image d'une ville entourée d'une campagne, éclate, là, il y a plusieurs centres. On est obligé d'être multipolaire, il n'y a rien à faire. Et puis on se débrouille pour essayer de les relier par des transports publics aussi efficaces que possible, aussi rapides que possible, pour que toutes ces différentes centralités, tous ces attracteurs, toutes ces locomotives pour la vitalité de l'agglomération fonctionnent ensemble autant que possible. Et puis, enfin, donc vous voyez aussi tout en haut à droite, Thonon, qui s'est rallié un petit peu au dernier moment au projet d'agglomération, l'agglomération de Thonon, reliée par ce trait noir, là, qui sera le CEVA, donc le fruit du CEVA, le futur RER Franco-Valdo-Genevois, dont on est en train de définir l'horaire actuellement. On n'est pas, le chantier n'a pas encore commencé, mais quelque chose, les études pour l'exploitation de ces infrastructures sont déjà bien avancées. Donc, oui, on essayer de relier efficacement Thonon, le rapprocher d'Annemasse, oui, comme ça existe actuellement, de la gare des Eaux Vives, oui, mais aussi de Cornavin, mais aussi des organisations internationales, mais aussi de Nyon, mais aussi de la Suisse. Enfin, il y a toute une géographie de déplacement quotidien qui risque de changer fondamentalement. Enfin, donc une agglomération compacte, multipolaire, enfin verte. Alors ça, c'est l'aspect environnement, paysage, agriculture, etc. L'idée est de dire que, précisément, il faut construire compact, donc très dense, pour consommer le moins possible de terres agricoles et de forêts et d'espaces de nature, de façon à préserver à la fois le paysage, les ressources, les enjeux alimentaires et le reste. Voilà. Alors les années suivantes sont occupées à prendre ce projet d'agglomération et à l'approfondir à un échelon un peu inférieur. Bon, en 2007, ça va été très vite, puis c'est 300 personnes. Donc c'était un peu un projet conçu d'en haut, dans lequel on essayait d'impliquer le maximum de gens. L'étape suivante, ça a consisté à aller définir des périmètres différents, les PACA, les périmètres d'aménagement coordonné d'agglomération,
et puis à conduire des études, cette fois-ci en partenariat avec les communes, donc d'impliquer l'échelon communal. Donc vous voyez, pour la plupart, ce sont des périmètres transfrontaliers qui enjambent la frontière. Et les études, ça a été des études de marché de définition, comme on dit en France, études parallèles, c'est-à-dire on mandate 3 équipes d'urbanistes plus ou moins prestigieux. On leur demande de faire des propositions en 2 temps. À chaque fois, on réunit un comité de pilotage, des experts, une démarche participative, ça 2 fois, et puis on aboutit à un résultat de ça. Donc, cette fois-ci, ce collectif dont je parlais pour cette première étape là, du projet, qui avait été réuni et constitué en 2007, considérablement. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de 300 personnes, il s'agit de milliers d'acteurs qui, à l'échelon de sous-ensembles localisés, sous-ensembles à enjeu du projet d'agglomération, débattent pour trouver des images cohérentes de l'avenir qu'elles souhaitent construire ensemble. Évidemment, ça ne se passe pas tout seul. Évidemment, les issues sont parfois contestées. Ça nous arrive un peu en ce moment. Mais c'est vrai que ça a été une formidable ouverture dont les uns et les autres ont profité différemment, d'ailleurs. Par exemple, les communes genevoises ont été invitées à participer à ces PACA au même titre que les communes françaises de l'autre côté. Pour les communes genevoises qui n'ont pas le pouvoir d'urbanisme, alors que les communes françaises ont le pouvoir d'urbanisme, c'était une conquête. Pour une fois, on leur a demandé leur avis, quelque part. Bon, une mise à niveau dont elles ont profité. Évidemment, aujourd'hui, elles souhaiteraient bien que la démarche continue, que cette espèce d'élévation de statut se poursuive. À tort ou à raison, hein, je n'ai pas d'opinion par rapport à ce genre de choses. À l'inverse, alors, les communes françaises ont appris beaucoup de choses sur les Suisses, et réciproquement. En ce moment, on est en train de poursuivre des projets de tramway, par exemple, sur sol français. Projets de tramway qui vont être cofinancés par les crédits de Berne. Hein. On est bien dans ce schéma du projet d'agglomération, où on est une agglomération transfrontalière, et Berne, pour le fonctionnement de l'agglomération, qu'elle estime d'intérêt national, soutient ces travaux d'infrastructure, ces investissements dans les infrastructures qui sont estimés nécessaires en son sens, c'est-à-dire ville compacte, multipolaire et verte. Alors, construire une ligne de tramway, c'est clair, pour une commune française, ils ne savent pas faire. Simplement, ils n'ont pas fait. Depuis, ils sont supprimés quand ils ont existé, ils ont été supprimés au moins depuis un siècle. Oui, un siècle. Oui. En revanche, les Genevois savent construire des lignes de tramway. Mais les Français, d'un autre côté, dans les autres villes, l'agglomération, savent bien faire les entourages des tramways. Le design, les aménagements extérieurs, des fois, c'est quand même d'une autre qualité que ce qu'on est capable de faire à Genève. Alors voilà, il se produit cette espèce de rapprochement sur le terrain d'un projet, hein, de la fiction, qui est de dire on se met autour de la table et puis on essaie de construire la fiction d'un avenir qu'on souhaite ensemble et de se mettre d'accord sur cet avenir. Cette dynamique finit par produire un effet d'élévation vers le haut. C'est-à-dire c'est toujours ce que sait faire l'autre mieux que moi que j'ai tendance à m'approprier. Et cette dynamique est en train en ce moment de produire des effets. On va bien voir jusqu'où ça se prononce. Voilà. Donc, oui, c'est quelques photos pour évoquer ces nombreuses séances participatives, donc de tables rondes, dans lesquelles les gens ont discuté. Ça a permis aussi à des groupes de pression de s'affirmer. On a par exemple découvert que un groupe de pression particulièrement présent, ça a été, bon, évidemment, les protecteurs de la nature, comme on pouvait s'y attendre, mais aussi les agriculteurs. Ça a été un peu une surprise. On avait pensé au départ faire un projet urbain, d'agglomération urbaine. Les agriculteurs et les agriculteurs des 2 côtés de la frontière, on a découvert à ce moment-là que les chambres d'agriculture des 2 côtés de la frontière entretiennent des rapports réguliers et étroits, ont été présents dans toutes les séances participatives. Et à chaque fois, on réaffirmait la même chose, c'est n'utilisez pas nos terres, qui sont notre outil de travail, comme une terre à bâtir. Et puis si vous voulez construire, on comprend bien qu'il soit nécessaire de construire, mais alors construisez dense, de façon à nous laisser le maximum d'outils de travail pour faire ce qu'on a à faire. Voilà. Alors, aujourd'hui, on en est à donc, 2012. La visée, c'est 2012, pardon. On a fait ce
projet d'agglomération numéro 1, là, 2007, et puis la Confédération a élaboré son calendrier, puis maintenant on est parti pour le suivant. Alors on va devoir rendre en 2012 une deuxième étape du projet d'agglomération, faire toutes les synthèses, et puis proposer une deuxième liste de travaux d'infrastructure pour lesquels on demande une aide financière de la Confédération, en priant pour qu'elle ait de l'argent, comme d'habitude. Voilà. Alors pour conclure, je voudrais revenir simplement à ma question, comment peut-on être franco-valdo-genevois? Alors évidemment, la réponse est double. Un, on ne le sera jamais. Les Français resteront Français, les Vaudois resteront Vaudois, et les Genevois resteront Genevois. On ne va pas envoyer les chars. On ne va pas annexer, ni l'un ni l'autre ne va annexer l'autre. Et ce sont des pays différents, des nations différentes, où tout est différent. Pas un détail sur lequel on pourrait s'arranger, c'est l'ensemble est différent. Donc, il faut apprendre à vivre avec ça, c'est-à-dire qu'on est bien obligé de s'arranger avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de complètement étranger qui fonctionne selon d'autres logiques que les nôtres, mais dont on dépend de plus en plus. Notre destin est de plus en plus lié à ces étrangers absolus qui sont juste de l'autre côté de la frontière. Donc, il va falloir apprendre à vivre comme ça. Ça signifie qu'il faut renoncer à une théorie de la souveraineté. Vous savez, l'image classique, c'est l'image de la carte qu'on avait à l'école primaire avec les cantons en Suisse ou les départements en France de couleurs différentes, puis qui forment un joli puzzle avec des limites bien définies, et puis qui raconte que dans chaque sous-espace est souverain et décide de lui-même. C'est l'image du moyenâgeux, du fief moyenâgeux. Un château au centre et puis autour, mon territoire que je possède et que je gère seul. Ça, c'est une idée, un modèle de gouvernance, de conception du gouvernement des territoires. Il marche de moins en moins, il correspond de moins en moins à la réalité. Et on est en train de faire un autre apprentissage, c'est ce que Martin Vanier, un géographe de Grenoble, appelle l'interterritorialité. C'est-à-dire, il dit, dans notre univers mondialisé, où ça circule dans tous les sens au plan économique, les gens, les réfugiés, tout bouge, franchit les frontières en permanence, la part de notre destin qu'on contrôle seul, en autonome, sur notre territoire de souveraineté, est de moins en moins importante par rapport à ce qui passe d'un territoire à l'autre, ce qui est de l'interterritoire. Donc, il faut imaginer, on ne va pas laisser en revanche toutes ces relations-là interterritoires sans contrôle, ce qui a pu se passer il n'y a pas longtemps avec les capitaux, par exemple. Il faut trouver des moyens de réguler, puisqu'on en dépend plus que jamais. Alors, il faut apprendre à trouver des formes d'interterritorialité, de gouvernance interterritoriale. Voilà. C'est pas gagné. Je ne veux pas vous continuer très longtemps, donc je vois que la fin de mon temps s'approche. Juste deux points. Un point sur la question du logement, qui me tient particulièrement à cœur. La courbe d'en haut représente le rythme de construction annuelle de logements de 1930 à 2010. Alors on voit très bien à partir de 1950 la relance, le redémarrage de l'économie surprend tout le monde après-guerre, et particulièrement à Genève qui est en avance sur le reste de la Suisse. Et les Genevois à l'époque réagissent, ils se donnent d'une législation qui permet de construire beaucoup et vite, loi HLM, loi sur les zones de développement qui se superposent carrément au territoire. Je veux dire, c'est très très fort. Donc une législation et puis une action foncière très importante. On se débrouille pour construire Mérin, enfin acquérir des parcelles immenses, récupérer les grands sites, et puis mettre en place des processus qui permettent de construire très rapidement. On arrive du côté des années 70 à un rythme de construction de plus de 6000 logements par an. 6000 logements par an. Après quoi, il y a ce ras-le-bol que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, à partir des années, fin des années 70, où le rythme est clairement freiné,
Donc on se retrouve à un rythme de 2000 logements par an, voire moins, comme ces dernières années. On tournait ces dernières années autour de 1200 à 1400 logements par an. Alors le résultat est que, ça c'est la petite courbe qui est en dessous, donc du taux de vacances. Taux de vacances, c'est combien il reste de logements libres à l'instant T. Qu'est-ce qu'il y a comme logements libres alloués sur le marché. Alors on sortait donc au milieu des années 80 avec un taux de vacances ridiculement bas, donc crise du logement permanente. Dans les années 90, alors le taux de vacances se détend. On atteint jusqu'à le 1,5, ce seuil dont certains experts disent que c'est le seuil de fluidité du marché, c'est-à-dire le moment où il n'y a plus de crise. Et puis ensuite, évidemment, ça retombe tout de suite. Alors, cette espèce d'anomalie a été un gros handicap parce que donc la courbe qui est en dessous, c'est l'évolution des emplois, l'évolution annuelle des emplois. En fait, pendant les années 90, il y a eu une crise économique grave dont Genève a beaucoup souffert, elle est internationale, donc particulièrement exposée aux crises internationales. On a perdu donc, vous voyez, 3000 emplois en quelques années. Et ce moment où on a perdu les emplois, c'est justement celui où les appartements se libèrent. Et apparemment, il y a une corrélation régulière entre l'augmentation de l'emploi et la disponibilité des logements. Alors, cet incident fait que ça a masqué le fait que Genève a continué de croître. En gros, si on regarde les courbes de population, qui veulent de moins en moins dire quelque chose, puisque les gens ne restent pas dans le canton, ils fuient au-delà de la frontière. Mais en gros, la croissance se poursuit avec cet incident des années 90. Et simplement, cette détente momentanée en raison d'une crise économique a masqué le fait qu'on manquait de plus en plus de logements. Alors quand on manque de logements, quand on n'arrive plus à loger les gens, quand on chasse les gens de l'autre côté de la frontière, ça produit des effets embêtants. Enfin, des effets, quoi. Juste pour dire que l'idée d'agglomération transfrontalière, elle n'est pas gagnée. Et elle pénètre d'autant moins facilement les consciences que précisément les gens aux revenus les plus bas se trouvent dans les ennuis pour simplement se loger sur Genève. Pendant que les classes moyennes, elles, ont les moyens de ficher le camp de l'autre côté de la frontière. Sachant d'avance que le prix du transport va augmenter, c'est inévitable, aussi bien le prix du pétrole que le prix des CFF, des transports publics, et que donc on ne va pas vers des jours radieux. Alors voilà, donc celle de gauche, c'était l'histoire de la racaille d'Annemasse, qui avait quand même frappé. Celle du milieu, c'est une plaisanterie de Chapat. Après la votation sur le CEVA, qui était passé confortablement, ce qui a rassuré un peu tout le monde. Je veux dire, c'était un moment où le projet d'agglomération a eu très chaud. C'était pas si évident, justement. Et puis celle de droite, c'est l'ère de recrutement des collaborateurs de la ville de Genève, dont un certain parti dit qu'elle est scandaleuse et qui correspond à peu près à la carte du projet d'agglomération tel qu'il est maintenant. Voilà. Cette image pour dire l'unité de l'agglomération depuis le Salève, simplement. Voilà. Mon dernier souhait, c'est, vous voyez, j'essaie de dire comment, à partir d'une très grande difficulté qui est la coupure de la frontière, qui est l'étrangeté des étrangers, et pourtant l'unité du bassin de vie dans lequel on fonctionne, comment on a réussi, l'histoire du projet d'agglomération a réussi à créer l'amorce d'un collectif qui s'est élargi à un moment donné. Et simplement, mon souhait, ça serait qu'il ne rétrécisse pas trop rapidement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité vous en parler aujourd'hui. Eh bien, nous avons vu cette formidable, cette impressionnante transformation du paysage, cette transformation qui avance telle une sorte de bulldozer que rien ne peut plus arrêter, pas même les mauvais slogans. On voit aussi que l'histoire se fait petit à petit, à pas avancés, à pas reculés, mais qu'elle se fait. Et au-delà des couches ou des strates administratives ou politiques de chaque côté de la ligne.
où l'on voit aussi que les tramways sont les meilleurs artisans de cette construction d'agglomération, où l'on voit que Berne impose un calendrier de travail, une planification, un pilotage, qu'en 2007, il y a 300 personnes qui prévoient 200 000 habitants de plus pour cet arc lémanique, qu'en 2012, ils sont plusieurs milliers pour mettre, comme dit Richard, cet apprentissage de l'interterritorialité et de cette nouvelle gouvernance. Cette conférence nous a réveillé les consciences, ou la conscience, d'une manière extrêmement sensible, et je remercie Richard de nous l'avoir donnée. Vos questions sont les bienvenues. Alors, deux annonces. Richard vient de publier ce livre qui s'appelle Genève, Agglo 2030, un projet pour dépasser les frontières, que vous trouvez à la FNAC aux éditions Parenthèses. Et aux librairies des Halles de Lille quand même. Voilà. La librairie d'architecture des Halles de Lille. Et à la librairie d'architecture des Halles de Lille. Et si ça vous intéresse, ici, un petit flyer qui vous présente cet ouvrage.
Alors, je vous remercie de toutes vos questions qui sont nombreuses et variées et qui m'impressionnent beaucoup. Je les prends un peu comme ça. Alors, je vais d'abord me débarrasser, pardon. Les 3 questions sur le chantier du CEVA, je ne sais pas quand ça va démarrer, quand ça va être en travaux. On me dit que c'est imminent, mais on me dit que c'est imminent depuis des années, donc voilà. Mais ça va se faire. Bon. Y a-t-il autant de différences entre Genève et la France qu'entre Genève et le canton de Vaud? Il y en a plus, évidemment, puisque ce sont 2 régimes politiques différents. Et puis ce sont 2 régimes, traditions professionnelles différentes, des administrations différentes. Donc c'est encore plus différente quand on tombe dans un monde. Je vous dis, c'est naïveté. Quand même, j'ai un certain âge et le transfrontalier, ça me tracasse quand même depuis une trentaine d'années. Et à 30 ans, on cherchait son homologue de l'autre côté de la frontière. Chaque fois, on se rencontrait et à chaque fois, chacun repartait déçu en disant « Ben non, il n'y a pas mon homologue de l'autre côté de la frontière. » L'ingénieur de transport disait « Mais c'est pas pareil de l'autre côté. Je ne peux pas lui parler d'égal à égal. On n'est pas au même niveau. » Et même chose avec les politiques. Moi, je représente le canton, l'autre, il représente le département, ça n'a rien à voir. Et puis, la commune, c'est pas la même chose. Et puis, non, il y a... Et oui, Genève et Vaud, c'est quand même plus proche. On appartient quand même au même pays. Il y avait une question aussi sur est-ce que si la Suisse rentrait en Europe, ça ne simplifierait pas les choses? Un petit peu, mais pas beaucoup. Je crois qu'il s'agit... même si on rentre en Europe, ça restera des pays différents. Je veux dire, la France et l'Allemagne, à Strasbourg, ils ont le problème, ou bien à Dunkerque, il y a d'autres agglomérations transfrontalières, hein, tout autour de la France et ailleurs. Et même quand c'est des pays européens, ben, ils vivent dans 2 mondes différents. Ce sont des mondes différents. On n'imagine pas, je veux dire, c'est pas seulement c'est pas parce qu'on a les mêmes 200 marques de yaourt dans les commerces qu'on partage le monde. Enfin, effectivement, on partage un monde de la consommation, on partage pas mal de choses, mais fondamentalement, un citoyen, c'est pas la même chose d'un côté et de l'autre de la frontière. On n'a pas exactement les mêmes droits, on ne va pas voter au même moment, ni pour les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes journaux, on n'a pas les mêmes opinions, les partis politiques ne sont pas les mêmes, c'est l'étranger. On a beaucoup de mal à s'habituer, mais c'est comme ça. Alors, ne pensez-vous pas que la France est plus gagnante que la Suisse dans le projet d'agglomération? Voire même, est-ce que la Suisse ne devrait pas demander une rétrocession des impôts locaux et fonciers à la France, etc. Alors, il y a 2 questions. Hein. La France, l'Arc, ces communes du Tour ont beaucoup gagné au projet d'agglomération. Elles ont gagné une reconnaissance, elles ont gagné une dignité. Jusqu'à il y a 10 ans, c'était le fin fond de la France. Les communes du bord de la frontière, le western, vous savez, avec des truands. Annemasse a été réputée pour accueillir une concentration de renégats. Il y a un casino qui a eu des histoires louches. Enfin, on revient de loin. Donc c'était le bout du monde. Et puis, en plus, on soupçonnait Annemasse, évidemment, d'être une base pour le trafic par-dessus la frontière, toutes sortes de trafics. Ce qui était vrai, d'ailleurs. Il y a eu, dans l'entre-deux-guerres, on raconte un nombre d'histoires sur ces entrepôts où on faisait passer toutes sortes de marchandises en douce par-dessus la frontière en Suisse, et vice-versa d'ailleurs. Enfin, plus cette histoire de zone là, qui compliquait encore les choses. Enfin, c'était vraiment des no man's land, je veux dire, des pays perdus. Et puis Annemasse, je ne sais pas, vous avez là, je ne sais pas si vous êtes allé, il y a encore 30 ans à Annemasse, ce n'était pas une ville. C'était de briques et de brocs, ça ressemblait à rien. Aujourd'hui, c'est une ville. Et alors, avec cette histoire de l'Arc, le fait qu'en jouant des coudes, ils ont réussi à s'imposer comme les interlocuteurs du canton. Interlocuteurs du canton. Parlant d'égal à égal, bon, avec les gros guillemets, évidemment, parce que celui qui a la puissance et l'économie, c'est évidemment Genève, et les autres sont derrière, c'est clair. Mais parler d'égal à égal autour d'une table de négociation avec le canton de Genève. Et gagner une reconnaissance de Paris. Paris reconnaît, il est en train de verser de l'argent pour aider le Annemasse à se construire une ligne de bus en ce moment. Parce que Annemasse, dans l'Arc, c'est-à-dire comme un ensemble cohérent dans le cadre d'un projet d'agglomération, a dit on a besoin de cette ligne de bus pour améliorer l'ensemble de l'agglomération. Et Paris met un peu
pas beaucoup, mais un peu, pour aider à payer inversement, la région Rhône-Alpes, paraît-il, met de l'argent pour nous aider à préserver nos couloirs écologiques. Ce sont des échanges étonnants. La région Rhône-Alpes alors la région Rhône-Alpes reconnaît Annemasse. Annemasse, c'était vraiment le bout du monde. Ils ne connaissaient qu'Annecy, en France voisine. Annecy, le chef-lieu du département de la Haute-Savoie. Annemasse, c'était vraiment rien. Et bien maintenant, la région Rhône-Alpes a reconnu l'agglomération franco-valdo-genevoise comme sa deuxième agglomération. C'est tout nouveau, ça aussi, ça date d'une dizaine d'années. Et dans ce cadre-là, considère l'Arc, donc toute la couronne française, comme un interlocuteur. Et c'est pareil, il va aider à réaliser un certain nombre de choses. Et puis, dans le projet d'agglomération, il y a un plan des couloirs biologiques pour préserver la circulation de la faune et de la flore. Et c'est plutôt la spécialité de la région Rhône-Alpes. C'était là-dessus qu'elle avait un budget. Et du coup, nous, on aide, les Suisses aident les Français à faire du tram. Et la Rhône-Alpes va nous aider à faire des couloirs biologiques. Voilà. Alors, à part ça, sur l'aspect richesse de l'un et de l'autre, je crois qu'il n'y a pas photo, hein, quand même. Je veux dire, les gens de l'autre côté de la frontière subissent la hausse des prix de l'immobilier, subissent le différentiel des salaires, subissent les hausses des prix de l'immobilier. On dit que maintenant, un Français qui travaille à Annemasse, il va habiter à Chambéry parce que plus près, il ne trouve pas, en proportion de son salaire. Il y a des situations scandaleuses, mais ça dure depuis tellement longtemps qu'ils ont l'habitude. Je veux dire, c'est la formation des infirmières. Donc il y a une école d'infirmières à Annemasse qui forme des infirmières, c'est une bonne école, cofinancée par l'État et la commune. Et dès que les infirmières ont leur diplôme, ils filent travailler à l'hôpital universitaire de Genève, où le salaire est pas loin du double. Donc l'État français paye la formation des infirmières suisses. C'est pas aider comme ça des histoires, il y en a des paquets. Je veux dire, c'est clair que la source de la fortune, là où on fait de l'argent, là où la base de notre prospérité, c'est Genève qui la fabrique. C'est la ville internationale. Ça ne traiterait même pas à l'idée de la périphérie française de prétendre être plus qu'une périphérie qui simplement revendique un droit à la dignité. Autre question, où en est-on avec le pont ou le tunnel sur le lac, la traversée du lac? C'est pareil, il y a une étude en cours, et j'en sais rien de plus. Donc je suis un urbaniste indépendant et je travaille comme indépendant pour le compte de l'État de Genève et des autres cantons suisses, et je ne suis pas dans le secret des dieux. Hein. L'entrée de la Suisse dans l'Europe. Alors oui, moi aussi j'ai lu dans la tribune d'hier que quelqu'un voulait construire à Verrier un immeuble au-dessus d'un stand de tir. C'est extraordinaire. C'est dire à quel point on manque de terrain à bâtir sur Genève, c'est quand même extraordinaire. Et vraiment cette personne me demande à quel prix ça va être vendu, évidemment. On n'ose plus. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement. Moi, je me souviens d'avoir vu un titre de la Tribune il y a des années, il y a 10 ans, avec un conseiller d'État qui disait on a du mal à construire à Genève parce qu'on manque de terrain à bâtir. J'ai trouvé ça scandaleux. Si ce n'est pas l'autorité publique qui définit quels sont les terrains à bâtir et les terrains pas à bâtir, c'est qui alors? Alors, c'est clair que si on veut loger les nouveaux gens qui vont arriver, là, puisqu'on nous annonce 200 000 d'ici 2030, etc., mais aussi rattraper le déficit. On est dans une crise du logement monstrueuse. Je veux dire, il y a des gens qui sont partis de l'autre côté de la frontière qui avaient tout à fait envie de rester à Genève et qui s'aperçoivent que vivre de l'autre côté de la frontière, ce n'est pas le paradis. Hein. C'est plus de vie, déjeuner le midi sur place, cheap, parce que ça coûte de l'argent, tous ces déplacements, se retrouver le soir avec son mari, s'occuper des enfants, partir au lit, recommencer le matin, tôt, les embouteillages, etc. C'est pas très drôle. Dans une petite ville, je veux dire, le bassin, il fait 800 000 habitants, on n'est quand même pas à Paris. Ça n'a rien à voir. Et on se débrouille pour imposer ce mode de vie à des fractions de plus importantes de la population. Moi, personnellement, je trouve ça inquiétant. Et ce n'est pas inéluctable. Je t'avais parlé de cette histoire de Rennes. Là. Rennes, c'est une ville en France, dans l'ouest de la France, au milieu de la Bretagne,
qui a longtemps été un peu à part, et puis ils ont obtenu leur TGV, ils ont eu des projets de revitalisation, d'attirer des entreprises, faire prospérer de l'emploi, renforcer la formation universitaire, tout un programme pour essayer de créer de la vie et puis relancer l'économie de cette ville. Ça a marché, très content. L'année suivante, ils atteignent un score très important pour les inaugurations d'entreprises. L'année suivante, les prix des logements explosent au centre-ville. Les gens de classe moyenne n'arrivent plus à se loger en ville, partent habiter à 30 km de Rennes, et ça commence à faire l'étalement urbain la classique. Ils réagissent immédiatement, ils ont décidé de faire un programme localisé de l'habitat, ça s'appelle en France, très ambitieux, en disant on se donne un objectif fort, on veut construire 4500 logements par an. Rennes, c'est pas la moitié de Genève, hein. Nous, on en construit en ce moment 1200 par an. Ils viennent de réussir. L'année dernière, ils sont à 4300. Et ce qui s'est passé les 2 dernières années, ils ont vu le prix des loyers dans le privé, sur le marché privé, commencer à baisser. Donc quand on construit suffisamment de logements, quand on se met en place des programmes suffisants, je suis désolé, on est capable d'influencer le marché. Cela dit, eh ben ça s'est fait en consommant de la zone agricole. Il n'y a pas de miracle. Je veux dire, si on veut construire des logements, il faut trouver des terrains. Si on veut trouver des terrains, il faut les trouver là où il y a des terrains. Et je suis désolé, la zone agricole, alors, avec des gros guillemets encore une fois, il y a eu une autre question aussi sur la question de l'autonomie alimentaire. L'idée que Genève est une île et doit se nourrir sur lui-même est une idée un peu étonnante, non? Je veux dire, on reçoit des bananes de partout et ça a toujours été comme ça. Je veux dire, on a toujours reçu le lait du pays de Gex et je veux dire, l'autonomie alimentaire, il y a de la place, hein. Et c'est sans commune mesure. Je veux dire, en plus, l'agriculture en ce moment consomme de moins en moins de sol pour produire de plus en plus. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais il y a dans le cadre du projet d'agglomération, il y a un projet, comment ça s'appelle? Projet d'agriculture d'agglomération, je crois, où les agriculteurs des deux côtés se mettent d'accord pour définir un projet pour faire vivre l'agriculture, dire quel type d'agriculture ils veulent, où sont les grandes cultures, où sera l'agriculture de proximité, vous savez, en contact direct avec la ville, ce qui aide des paysans à vivre, etc., quoi. Ce qu'on a besoin comme terre pour construire les logements qui nous manquent, c'est sans commune mesure avec les surfaces agricoles. On a, sur le périmètre du projet d'agglomération que je vous ai montré tout à l'heure, 80% des territoires, c'est des terres nature et agriculture. Il y a de la place, je suis désolé. Vous savez, c'est le thème c'est une autre question sur ce thème aussi. Moi, j'appelle ça la barque est pleine. Ça rappellera des souvenirs à des gens qui ont vécu la dernière guerre. Je veux dire, la Suisse dit la barque est pleine, on ne peut pas accueillir des réfugiés de toutes sortes, on ne peut pas loger les gens à cause du paysage, puis notre pays est tout petit, etc. Je suis désolé, si la barque est pleine, c'est parce qu'on a décidé qu'elle était pleine, qu'on a réuni les conditions pour qu'elle soit pleine. S'il n'y a plus de place, effectivement, la barque est pleine. Mais si on... Alors, je ne sais pas, il faut... Enfin, vous voyez, j'en parle avec un peu de passion, je déborde largement de la présentation neutre que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Personnellement, je trouve ça pas sain de dire qu'on préfère le paysage, si beau soit-il, à l'habitation des gens. S'il y a un choix à faire, moi, ça va plutôt du côté des gens. Et en plus, je suis convaincu qu'il n'y a pas de choix à faire, qu'on peut très bien concilier les deux. Enfin bon. Oui, ça c'est la même. La traversée de la rade encore. Alors, je ne pense pas que la traversée de la rade soit une solution pour l'agglomération. Elle va poser de nouveaux problèmes d'ailleurs, parce que c'est un dossier qui est traité à part du projet d'agglomération, pour aussi toutes sortes de raisons politiques, parfaitement respectables, c'est comme ça, hein. Ce qui fait que pour l'instant, on étudie comment des tracés, avec la Confédération maintenant qui commence à être convaincue que ça serait peut-être une bonne chose, et on étudie les tracés, mais pour l'instant, l'impact sur l'urbanisme des territoires, par exemple, si on traverse, si ça débouche côté France,
derrière Annemasse, comme ça, ils vont se mettre à construire. Si on fait une jonction sortie d'autoroute sur la rive gauche, ça va exploser. Enfin, je sais pas. Et tout ça, pour l'instant, est balbutiant, parce que les dossiers ont été conduits relativement indépendamment l'un de l'autre. Mais ça va évoluer. Voilà, la question des ressources alimentaires. Quand la baignoire déborde. Alors, le collectif, je terminais, de qui se compose le collectif qui réunit aujourd'hui environ 1000 personnes? Alors, ce que je voulais dire avec ce terme, justement, c'est que ce n'est pas un bureau, ce n'est pas une administration, ce n'est pas un État, ce n'est pas une institution, ce n'est pas un groupement, c'est rien. C'est un ensemble de gens qui partagent la même question. Cette question-là, qu'est-ce que c'est qu'être franco-valdo-genevois? Et ça ne va pas plus loin pour l'instant. Et la réponse, on ne l'a pas. Il va falloir la construire, et petit à petit. Mais ce qu'a fait ce processus du projet maintenant, c'est partager au moins cette question. Et la partager entre des gens très divers, un peu partout, que je propose d'appeler un collectif, à défaut d'un autre mot, pas plus. Alors, une autre question, c'est qui s'occupe de ce projet d'agglomération aujourd'hui? Alors, il y a toujours, toujours le même comité de pilotage qui réunit toujours les mêmes autorités vaudoises, genevoises, et l'État français ne quitte pas de l'œil ce qui se passe à sa frontière, parce qu'on ne sait jamais. Il faut surveiller ça. S'il y a des morceaux des départements ou des associations de communes qui se mettent à comploter des projets avec l'étranger, non. Et puis les départements, pas trop. Enfin, ils sont présents également pour un certain nombre de projets. Et la région Rhône-Alpes, donc, qui est très présente. La région Rhône-Alpes, dont on s'est aperçu en faisant ces cartes que c'était le même poids que la Suisse, en gros. La région Rhône-Alpes, c'est 6 millions d'habitants, la Suisse, c'est 7,5 millions, puis Genève, c'est entre les deux. Vous voyez, ça ne correspond pas. Ce n'est pas les mêmes institutions, ce n'est pas le même niveau, et pourtant, c'est les deux mêmes poids, en gros. Bon, les taux de chômage ne sont pas les mêmes, encore que Rhône-Alpes, ça va plutôt bien par rapport au reste de la France, enfin, etc., etc. Donc, ça ouvre des nouvelles manières de voir, des nouveaux paysages institutionnels et géographiques assez étonnants. Bon, et puis à part ça, plus concrètement, alors des gens qui travaillent sur le projet d'agglo, il y a toute une équipe du projet d'agglo à Genève, au canton de Genève. Il y a toujours ces comités de pilotage, ces comités de techniciens, ces profils d'études avec des mandataires qui étudient toutes sortes de choses, les administrations qui se rencontrent toujours. Et puis deux équipes, les plus importantes sont une côté à Genève, donc au département de M. Muller, et puis une côté France, dans l'agglomération d'Annemasse. Mais alors actuellement, ils sont occupés donc à préparer ce projet numéro 2, projet d'agglomération numéro 2, la deuxième étape, selon le calendrier fixé par la Confédération. Et là, je ne sais pas où ils en sont pour l'instant, c'est en pleine préparation. Quelle est la proportion à Genève de la zone villa? Ah ben oui. Ben oui, la zone villa, je sais plus, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est 50% de la zone à bâtir, et puis ça loge pas 10% de la population, enfin je sais plus, c'est cette sorte de grandeur-là, de contraste. Mais la zone villa, c'est le type d'occupation du territoire le moins mutable. Mutable, c'est-à-dire susceptible de se transformer. Carouge, les eaux vives, ça se transforme, ça bouge. C'est des immeubles mitoyens le long de rue. Ça peut bouger. Je veux dire, on remplace un immeuble par un autre, ça n'enlève pas la rue, on fait plus haut, plus bas, on réunit 3 immeubles, on en fait un autre, etc. Ça, c'est mutable. Une zone villa, c'est fait pour durer éternellement. C'est un paradis, un Éden illimité. Les propriétaires ont défini leur bastion là, au milieu de leur parcelle, et puis ont noué des relations de servitude les uns les autres, de façon à ce que s'il y en a un qui lâche, tous les autres puissent l'empêcher d'abandonner la situation. C'est des parcelles très très petites, c'est des voies très très petites, il n'y a pas d'espace public dans ces quartiers de villas, il n'y a pas de trottoir. Aller transformer ça en rue, ça veut dire qu'il faut racheter le long de toutes les parcelles qui bordent un petit chemin pour en faire quelque chose d'urbain. Donc vraiment, ce n'est pas une petite affaire. Je ne le dis pas en l'air non plus, c'est qu'on a, par exemple, sous l'aéroport, des magnifiques zones villas
qui ont été déclarées en zone de développement, donc promises à une forte densification depuis 1960, et qui sont toujours en zone villa, qui n'ont pas bougé. Donc quand je vous dis que c'est peu mutable, c'est qu'effectivement, c'est des tissus qui présentent une résistance extraordinaire à l'urbanisation. Alors, bah oui, c'est un peu dur de voir que aussi peu de personnes consomment autant de terrain, et en plus hyper bien situés, parce qu'eux, ils sont situés en ville, ils ont les transports en commun, ils ont les services, ils ont etc. quoi. Mais maintenant, ça ne bougera que lentement. Alors de façon pragmatique, hein, je veux dire, il n'y aura pas de miracle, à moins qu'on change la loi à Genève. Ben alors là, si on touche à la propriété, aux propriétaires des zones villas, c'est une autre affaire, me semble-t-il, politique hein, cette fois. Alors, plusieurs personnes disent, plusieurs entreprises ont dit, mais à Genève, pourquoi continuer à consommer de la zone agricole, puisqu'on a les zones villas densifiées, il n'y a qu'à densifier les zones villas. Ben non, elles ne se densifieront pas comme ça, ça ne se fera pas, ça va mettre un temps très, 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 très long. Bon, peut-être maintenant, si les prix des terrains sont devenus tellement chers que ça peut peut-être finir par convaincre des propriétaires de villas de lâcher, encore que, il suffit qu'on trouve un locataire d'une villa à un prix faramineux pour que le fait de disposer d'une villa en pleine ville soit une aubaine. Et, je veux dire, tout ça va dans le sens de l'encouragement d'une ville haut de gamme, et on ne voit pas très bien ce qui pourrait arrêter cette logique, je veux dire, de plus en plus, au détriment de tout le reste, donc qui finit par avoir en ce moment des effets politiques assez nets. Et ben voilà, j'ai parlé justement de la zone au sud de l'aéroport, Servette. Est-ce que j'en ai oublié? Oui? Oh, excusez-moi. Oui. Par rapport au... J'arrive pas à lire. Bah, la zone villa, elle est intouchable, donc elle est immutable du point de vue législatif. La législation est faite pour... on a vraiment deux couches de législation. Hein. Les plans d'urbanisme des années 30, on a une image très forte, avec la ville dense au milieu, puis tout autour une large plage marron, si je me souviens bien, qui dit tout ça c'est de la villa. J'avais un ami urbaniste qui m'a dit « Oh mais c'est formidable, là vous avez vu, vous avez prévu d'étendre la ville ». Je lui ai dit « Non, justement c'est le contraire ». Il y avait deux formes, la ville dense, plutôt aérée, il y avait vous savez les débuts des bars, braillards et tout ça, et puis la villa autour. Et on s'est fabriqué une ceinture de choses pas mutables. Et la législation alors de l'entre-deux-guerres, donc c'est la héritée de l'entre-deux-guerres et avant, définit des règles de distance, de densité, etc. dans les zones villas qui rendent la mutation très difficile. Et puis après, il y a, par contraste, toute la législation donc des années 50-60, loi HLM et loi sur les zones de développement, où là, on a mis le paquet pour débloquer, parce qu'il fallait construire vite, beaucoup. Parce que les ouvriers étaient là, la relance était là, les usines, les gens logeaient n'importe comment, il fallait faire quelque chose. Et celle-là, ben, on a plutôt tendance à la défaire ces temps. Il n'y a plus de HLM. Ce scénario par lequel on disait, on donnait au secteur privé un terrain en lui disant on vous autorise à construire dans les zones de développement, puis pendant 30 ans, on vous contrôle le loyer. C'est une formule, et puis après, vous le récupérez. Après, ça repasse en loyer libre. Alors, c'était une formule transitoire qui avait le handicap que 30 ans plus tard, ça pouvait être gênant si on ne construisait pas, mais ce qui est arrivé d'ailleurs.
Mais c'était un mécanisme qui pouvait lancer des opérations. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'opérateurs promoteurs immobiliers qui ont construit des HLM parce que ça valait la peine, tout simplement. Contrôle des prix pendant 30 ans. Ça présentait aussi un avantage, c'est que comme ces logements devaient retourner ensuite au privé, on avait les mêmes standards. On vivait tous dans les mêmes appartements, en gros. Qu'ils soient riches ou pauvres. Bon, la France est en train d'essayer d'introduire un système comme ça, c'est marrant. Alors là, on l'a supprimé, puis on est avec une législation sur les LUP qui ne propose pas l'équivalent, le mécanisme économique de production équivalent. Le LUP, c'est l'État construit ou l'État achète, ce qui est un autre modèle de construction. Voilà.